Eh bien, commençons. Donc à nouveau, bonjour à toutes et à tous pour ce du coup deuxième webinaire ouvert aux adhérents et partenaires proches du coup d'énergie partagée au sujet des montages juridiques pour la vente de chaleur. Donc il y a déjà eu un premier webinaire il y a 2 semaines, plus à vocation introductive où Eddy Final était intervenu. Ce second webinaire, du coup, on parlera de la vente de chaleur pour les usagers privés. Donc, on accueille et on remercie du coup deux intervenants qui sont membres du collectif Chaleur, Bois et Territoire, qui sont du coup Véronique Marien à la fois de l'Asso énergétique et de la SIC Énergie Citoyenne. Elle se présentera un peu mieux, elle et son opérateur tout à l'heure. Et du coup, Nicolas Delaporte, qui travaille dans la branche bois de la SIC Enercoop Nord-Est, qui s'appelle Énergique. Et donc moi-même, qui suis Nicolas Lepin, je coordonne le collectif Chaleur Bois Territoire au niveau national. La date n'est pas... Si, c'est bon. Hop, est-ce que les slides marchent? Les slides marchent. Donc voilà, pour rappeler, le collectif a vocation à fédérer les acteurs de la chaleur bois, bois territorial citoyenne, bois voire plus large que bois. Donc vous voyez un petit peu la liste des opérateurs en vert foncé, je dirais ceux qui ont actuellement une activité de vente de chaleur, et en vert clair ceux pour qui c'est en construction. Donc voilà, depuis la dernière fois, je ne sais plus si on en avait parlé, mais voilà, il y a la SIC IENR, hein, INR qui nous a rejoint, qui est un opérateur du côté du Pays Basque et qui veut se lancer aussi dans la vente de chaleur. Voilà. Donc aujourd'hui, donc les deux intervenants sont plutôt du nord, du nord de la partie nord de la France. Donc voilà, ils se présenteront après. Donc ce travail sur le volet juridique, donc il y a les webinaires qu'on organise, mais il n'y a pas que ça. Il y a bien sûr bien d'autres ressources qui ont déjà été produites sur le sujet. Là, nous, l'enjeu, c'est aussi d'avoir quelque chose qui soit de l'ordre du retour d'expérience et aussi de l'œil depuis le regard, du point de vue de l'opérateur. Donc, c'est un petit peu la spécificité de cette séquence, sachant qu'il y a une étude en cours qui est réalisée par Kéros Ingénierie pour Ora2E. Donc, on essaiera de voir à partir de toutes ces ressources ce qu'on pourra compiler et peut-être produire un livrable à destination de tous nos opérateurs et de tous ceux qui se posent des questions là-dessus. Donc, je vous ai remis là, c'est un peu ce qu'Eddie avait présenté l'autre jour. Donc, cet arbre, un peu des situations face auxquelles on peut être confronté en tant qu'opérateur quand on discute avec des maîtres d'ouvrage. Donc, aujourd'hui, c'est bien la branche du haut, hein, que j'ai pas flouté là, dont on va parler. Donc, c'est quand on parle à un ou des interlocuteurs privés, que ce soit des habitants directement ou des entreprises ou autres. Et donc, on va effectivement donner la parole à Véronique qui va nous présenter un projet qu'ils ont construit avec l'abbaye de Belleval, si je ne me trompe pas, qui du coup est le cas d'une chaufferie dédiée à un bâtiment. Donc, elle présentera ça. On ne parlera pas aujourd'hui, mais c'est assez similaire du cas d'un réseau technique si on fait un réseau de chaleur, mais qu'il n'y a qu'un seul usager. Par exemple, je ne sais pas, un centre de vacances qui aurait plusieurs bâtiments avec un réseau entre. Donc, ce serait assez similaire à ce que Véronique va présenter. Et on parlera de la dernière branche avec Nicolas Delaporte, du coup, avec la question des réseaux juridiques privés. En fait, on parlera du cas du regroupement d'usagers au sein d'une association, qui est une des possibilités. L'autre pouvant être aussi d'avoir un réseau privé avec un opérateur qui contractualise en direct. Mais de la même manière, il n'y a pas de grosse différence avec le contrat de fourniture que Véronique présentera. Donc pour nous, voilà, c'est les deux retours qui nous semblent intéressants aujourd'hui à voir. J'arrête de parler parce que vous n'êtes pas là pour m'écouter, vous êtes là pour les écouter eux. Donc chacun, ils vont présenter quand même rapidement leur opérateur afin que vous situiez où ils en sont, ce qu'ils font, comment ils sont organisés. Et, ils présenteront une quinzaine de minutes le projet étudié.
à travers une grille qu'on leur a proposée pour décortiquer un petit peu leur projet. Et on essayait de se garder à chaque fois 10 minutes d'échange. Je laisse la parole du coup à Véronique Marien pour le projet de fourniture de chaleur à Belleval. Alors, Merci, Nicolas. juste, excuse-moi, petite précision, donc les petites règles du jeu. Vous posez bien les questions dans l'espace questions-réponses et pas dans le fil de discussion, s'il vous plaît. Si vous avez par contre tout ce qui est de l'ordre du commentaire, de la blague et autres bons mots dans l'espace de discussion, ça ira très bien. Voilà, et du coup, on traitera les questions, peut-être certaines au fil de l'eau et la plupart à la fin de l'intervention de chacun. Voilà. Véronique, à toi la parole. Merci. Du coup, je commence par me présenter. Véronique Marien, donc moi je travaille à l'association Énergétique. Énergétique est un accompagnateur de projets énergie renouvelable citoyens. Et on a une autre branche aussi sur l'animation de la filière bois énergie locale. Et en fait, je suis mise à disposition pour la SIC Énergie citoyenne. Et la SIC, c'est en fait c'est une société coopérative d'intérêt collectif, mais je pense que je n'ai pas à m'étendre là-dessus parce que vous connaissez bien ce statut. La SIC a été créée en 2014. Son capital est autour de 230 000 euros, un peu plus. On couvre l'ensemble de la région. Et en fait, on a différents collèges au sein de la SIC, notamment un collège avec les usagers. Et en fait, la SIC a elle a deux volets d'action. Elle a des installations photovoltaïques citoyennes. Elle en a trois. Et puis, elle a aussi des chaufferies. Donc, je vais présenter un petit peu plus en détail. Voilà. Et donc, le projet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le projet Michoco. Donc, Michoco, c'est une micro-chaufferie collective au bois. Elle en a installé dans deux communes, deux petites communes où elle a raccordé les bâtiments communaux. Et puis, elle a aussi ce projet sur l'abbaye de Belleval. Donc, l'abbaye de Belleval, c'est une SAS qui est un centre touristique avec plusieurs bâtiments à l'intérieur. Donc, en fait, c'est le plus gros site, hein. Il y a 300 kilowatts il y a deux fois 150 kilowatts qui sont installés. Euh, le projet Michoco, il a été développé essentiellement par Énergétique. En tout cas, ça a été une impulsion d'Énergétique suite à une présentation qui avait eu lieu par Énergie Partagée sur les projets bois énergie citoyen. Ça nous a fait rencontrer Jacques de RE43 et le projet a démarré comme ça. Donc, ça, c'était en 2015. Et puis, suite à ça, je vous raconte l'histoire après. Et puis, sur la réalisation, donc ça a été aussi une mise à disposition d'énergétique. Et aujourd'hui, on continue sur l'exploitation des Michoco en lien avec la SIC. La SIC embauche une personne sur la plateforme et elle a un partenariat avec un chauffagiste. Pour créer un petit peu ces Michoco, en fait, ça a été conçu par Énergétique, en lien du coup avec ERE43, et puis un comité de pilotage en fait, qui a regroupé plusieurs acteurs. Oui, alors j'en viendrai après sur le comité de pilotage. Dans notre contrat de fourniture, donc Nicolas vous le disait, on est sur un contrat avec un privé qui est la Cycle Énergie Citoyenne qui signe avec un autre privé qui est la SAS Abbaye de Belleval. On n'avait pas de mise en concurrence, d'obligation de mise en concurrence. L'ABI a participé au comité de pilotage, elle a fait le choix, elle a participé au choix technique et puis après on lui a proposé ce contrat de vente de chaleur. La base un peu du contrat a été faite en fait nous on avait réalisé une note d'opportunité qui s'est transformée en étude de faisabilité. On a aussi travaillé sur le modèle économique de la SIC en introduisant l'ensemble des premiers projets Michoco. Et sur cette base-là, on a pu proposer un prix de vente de chaleur
qui avait été annoncé. Suite à ça, l'ABI, en fait, on s'est rendu compte en fait sur l'installation qu'il n'y avait pas vraiment de régulation, qu'il y avait une distribution à revoir parce qu'en fait les zones n'étaient pas bien définies pour l'usage d'aujourd'hui. Donc on a redéfini la distribution. Et puis on a aussi travaillé toute la régulation zone par zone sur l'ABI. Et donc, en gros, toute la prise en charge de cette redistribution de la régulation, ça a été un accord en fait, qui a été négocié entre la SIC et l'ABI, et ça se traduit par un avenant à la convention avec une augmentation du prix, en fait, pour prendre en compte. En fait, on a lissé la dépense sur 15 ans, la durée du contrat. Donc, je disais, il y a plusieurs bâtiments sur l'ABI. On a un hébergement d'urgence, on a une boutique, un gîte et un hôtel et une fromagerie. Et en fait, sur l'ensemble du site, il y a 3 réseaux de chaleur techniques. Donc, en fait, suite à la rencontre de Jacques en 2015, on a nous, en fait, quand je suis rentrée de la journée avec énergie partagée, j'ai repris en fait des études qui n'avaient pas abouti et j'ai recontacté un par un ces porteurs de projets. On a remis à jour des études, parce qu'il y avait des études qui avaient quelques années. On a remis à jour donc, en fait, celle de Belleval, elle avait été faite un an avant à peu près, et eux ne pouvaient pas suivre le projet, même si l'étude montrait qu'il y avait un intérêt à développer du bois énergie, ils n'avaient pas la capacité de financement, ce qui fait qu'ils avaient abandonné ce projet. Avec la proposition Michoko, ça s'était rendu possible, donc on a refait l'étude dans ce sens-là. Et eux, suite à cette étude-là, ils ont délibéré à peu près en avril 2017. En gros, l'année 2016, on a refait l'étude, on a fait des comités de pilotage, on a conçu le modèle Michoko, et puis on était prêt en avril, ils ont délibéré, et après on a fait la déclaration de travaux, et puis ça a été mis en service en mars 2018. Donc c'est un projet qui s'est fait quand même sur une belle cadence en fait. C'est à peu près ça en fait, entre l'accord et la mise en service, c'est entre un an et demi. Donc, notre contrat, je vous disais, il est de 15 ans. Le prix de chaleur, il est de 110 euros hors taxe par mégawattheure vendu. En fait, on a eu une approche différente sur la SIC. Sur les communes, on est plutôt avec un abonnement. L'abonnement qui va prendre en charge toute la partie amortissement du matériel, les parties fixes, en fait, la maintenance, les frais de gestion de la coopérative. Tandis que sur le contrat de l'ABI, eux ils voulaient qu'un seul prix en fait au mégawattheure. Donc en fait, la SIC a accepté de le faire, et ils ont mis en fait 110 euros du mégawattheure avec une base forfaitaire de 200 mégawattheures par an, chose qui n'est pas appliquée aujourd'hui au sein de la SIC. Mais ça fait partie du contrat. Et là, on a mis une formule de révision. Donc, en fait, toute la base du contrat, on a été accompagné par Jacques de RE43. C'était un peu la base de vos contrats qui a servi au nôtre. On a mis une révision sur trois indices, et ça, c'était un peu un conseil du commissaire aux comptes de la SIC. Pour avoir une stabilité, en fait. Donc, nous, on a mis le prix de la main-d'œuvre qui nous paraît. En fait, en gros, sur l'ensemble du prix, on a la plaquette qui est à 40% et le prix de la main-d'œuvre et du gasoil à 30%. En fait, main-d'œuvre, parce qu'en fait, effectivement, c'est un service qui fait appel à beaucoup de main-d'œuvre. Gasoil, parce qu'il y a de la livraison. Et puis, le prix de la plaquette bois. Et chaque année, donc en fait, en début de saison de chauffe, cet indice est révisé.
en plus de ça, on a fait signer un COMODA entre l'ABI et la SIC. En fait, le COMODA, ça permet, c'est un format juridique pour pouvoir mettre à disposition gracieuse soit un terrain, soit un bien immobilier. Donc nous, en l'occurrence, c'est un terrain sur lequel on a pu remettre un peu les obligations, c'est-à-dire ça voulait dire que l'ABI, elle nous met à disposition ce site sur l'ensemble de la durée du contrat, mais aussi elle a un peu des obligations en termes de gestion de cet espace. Donc, en fait, on met les obligations de l'un et de l'autre aussi au sein du COMODA. En termes financiers, la SIC est allée chercher des financements publics en fait sur le projet, comme ça se fait en fait de manière assez régulière sur les projets bois énergie. En l'occurrence, au moment en fait sur ce projet-là, la SIC elle a été financée à 64,9%. En gros, c'est un montage. La région a soutenu le projet au maximum de ce qu'elle pouvait au niveau de la SIC. La SIC, c'est une société, donc elle ne pouvait pas avoir plus de 65% en tant que TPME. Et aujourd'hui, on a des aides qui seraient plutôt de l'ordre de 50%. Et puis, on a appliqué une TVA réduite, le fait qu'on soit 100% ENR. Voilà, j'avais déjà dit qu'il n'y avait pas de mise en concurrence sur le projet. Un peu l'articulation un peu des acteurs. Donc, nous, on a créé le COPIL avec signature des conventions. Je pense qu'il n'y a rien de neuf de ce que j'ai déjà dit. Tu peux passer la diapo. Sur le développement, j'en ai un peu parlé. Sur la réalisation, donc c'est Énergétique qui a fait toute la MO, qui avait conçu le Michoco dans un groupe de travail avec RE43, un chauffagiste et un constructeur bois. Alors, pour la petite histoire, ce ne sont pas c'est ni le chauffagiste ni le constructeur bois qui a réalisé, en fait, mais en tout cas, il y a eu une conception avec un groupe technique. Et les deux entreprises qui avaient conçu, elles ont déposé le bilan juste après notre réponse au marché des communes. Donc, on a dû remonter une équipe en urgence puisqu'on avait 3 mois pour monter les projets. Mais en fait, on a quand même eu de la chance parce qu'on a rencontré des gens très, très impliqués dans le projet Michoco. D'ailleurs, le chaudieriste a rejoint en fait la SIC Énergie Citoyenne. Hein. Il est devenu sociétaire. Et puis, on s'est fait assister par RE43, donc je disais, dans le cadre en fait, d'un dispositif local d'accompagnement. Donc, c'est un dispositif qui est monté par France Active, qui se décline au niveau des départements. Nous, c'est Pas-de-Calais Actif, qui permet d'accompagner les assos sur des projets ou sur des difficultés qu'elles pourraient rencontrer. Là, en l'occurrence, c'était un projet. Et donc, Jacques s'est fait agréer par Pas-de-Calais Actif et puis on a pu avoir un financement pour l'accompagnement. Ensuite, donc l'ABI, comme elle faisait partie du comité, elle a aussi participé au choix esthétique, choix technique, un peu sur le lieu d'implantation. Il y a eu on a beaucoup travaillé sur différents lieux au sein de l'ABI. Et puis finalement, avec l'architecte, on a choisi le lieu le plus sécurisé. En fait, on a un petit peu reculé le lieu d'implantation, mais c'était sur une ferme juste à côté de l'abbaye, donc ça permettait d'avoir un lieu fermé. Donc l'abbaye devait nous amener donc l'eau, l'électricité, le réseau Internet, puisque nous, on se branche sur le réseau de l'acteur. Et puis, elle n'avait pas de schéma hydraulique parce qu'en fait, la SAS abbaye de Belleval avait racheté cette ancienne abbaye et elle ne connaissait pas bien son schéma. Donc, nous, on lui a imposé de faire travailler un bureau d'études pour avoir le schéma hydraulique. Et puis, dans le COMODA, on a mis aussi qu'elle a une bande de sécurité de 10 mètres autour de la chaufferie. Ça avait été imposé. En fait, une fois qu'on a eu conçu nos Michoco, on est allé rencontrer le SDIS et l'ADREAL qui, eux, nous ont imposé une bande de sécurité de 10 mètres. En fait, c'est ce qui nous permet de nous mettre en dehors de la zone ERP, puisque l'ABI, c'est un établissement recevant du public. Et donc, en fait, au départ, c'était 8 mètres et eux, ils nous ont reculé à 10 mètres.
Donc, je remets un peu le financement. Donc, il y a eu, je vous disais, les 64,9% de la subvention région. À ça, on a fait une mobilisation citoyenne. Donc, en fait, à peu près, il y a une centaine de citoyens qui ont rejoint le projet Michoco. Et puis, on a eu un tiers investisseur qui venait juste de se créer. On a été le premier projet soutenu par ce tiers investisseur, qui est la SEM Énergie Hauts-de-France. Donc, en fait, aujourd'hui, la SEM, elle détient 50% en fait, du capital de la SIC, presque, en fait. Un petit peu moins. Et puis, le reste, ça a été un emprunt avec le crédit coopératif. Alors, ce projet d'emprunt a pris beaucoup de temps. On s'y était pris relativement tôt en fait dans le projet, mais ça a mis plus d'un an pour avoir les propositions de prêt. Donc ça, c'est vraiment un point d'attention dans le projet de, de s'y prendre très très tôt pour que on puisse être opérationnel au moment où on en a besoin. Aussi, nous, on a eu l'apport de la SEM qui est venue un peu, qui a vraiment, qui nous a beaucoup servi sur la trésorerie. Un plan de trésorerie aussi au niveau du projet, ça a été indispensable parce qu'en fait, on a beaucoup de dépenses à amener. Par exemple, des conditions de subvention aussi. La région, elle a imposé qu'on ait dépensé toutes les dépenses, enfin qu'on ait avancé toutes les dépenses pour pouvoir toucher la subvention. Donc, ça veut dire qu'on a suffisamment de trésorerie pour pouvoir le faire. Et ça a été rendu possible par deux actions, à la fois l'apport de la SEM et puis à la fois le chauffagiste qui a joué le jeu de retarder un peu, de toucher le chèque, quoi. Voilà un petit peu. Aujourd'hui, sur l'exploitation, donc, elle est assurée par Énergétique. Donc, on a toujours une convention de mise à disposition d'un salarié. Enfin, en l'occurrence, c'est moi qui assure cette fonction-là pour la SIC. Et puis, c'est nous qui gérons en fait le déclenchement des livraisons, la relation avec le chauffagiste s'il faut qu'il intervienne, et aussi l'apport de bois sur la plateforme. Ensuite, la SIC, elle gère un peu l'approvisionnement. En fait, elle gère les criblages en fait pour que on puisse gérer les livraisons. Et puis, elle va organiser l'ABI notamment, ils ont 6 hectares boisés qui ont confié la gestion à la SIC. Donc, il peut y avoir du chantier d'abattage qui est organisé pour la plateforme. Ce qui est bon, en fait, le fait qu'on soit privé, c'est relativement simple à mettre en place ce contrat. Donc, en fait, je vous avais dit, on a eu l'appui de RE43, puis on avait fait relire le contrat par le commissaire aux comptes. Donc, ça a permis aussi d'avoir ce regard-là. Quand il y a eu la négociation sur la régulation, parce que Belval n'avait pas la trésorerie pour avancer, on a aussi refait un avenant, donc on est aussi dans une souplesse de contrat. Ça nous permet aussi dans le contrat de mettre des valeurs partagées entre la SIC et la SAS. On souhaite être sur du circuit court de l'énergie. L'idée, c'est de mobiliser du bois dans un rayon de 25 km autour des chaufferies. De faire appel à de la main-d'œuvre la plus locale possible. En fait, chaque année, dans le bilan d'exploitation, on calcule un petit peu l'équivalent temps plein mobilisé par chaque chaufferie. Donc, en fait, sur Belval, on est à peu près un quart temps, un tout petit peu plus d'un quart temps. Si on calcule, en fait, le temps passé pour l'astreinte maintenance, le temps passé par le chauffagiste, le temps passé par la mobilisation du bois, par les livraisons, on arrive à peu près à ça pour l'année. Les difficultés, c'est bon, il y a on n'est pas tout à fait dans l'équilibre financier puisqu'il faudrait qu'on soit dans ce forfait des 200 MWh et là avec le Covid par exemple on ne l'était pas sur la saison dernière, mais il y a une solidarité qui s'est opérée entre les deux acteurs, donc c'est à la fois une difficulté puis c'est à la fois un avantage, mais c'est sûr qu'en termes de gestion il faut se prolonger plus loin qu'au coup par coup. C'est un peu peut-être nous, le gros enjeu de travailler avec les citoyens de la coopérative, ça va être d'avoir ce regard plus lointain pour la gestion du modèle. On a aussi, en fait, on a fait le choix
par facilité, hein, parce qu'on n'avait pas trouvé le chauffagiste qui pouvait assurer l'astreinte. On a fait le choix de faire l'astreinte par nous-mêmes. On est une petite structure, donc c'est quand même un service qui est lourd à porter sur toute l'année. Et puis, là, on a vu là, avec le Covid où l'abbaye a été fermée une bonne partie de l'année dernière. Euh, voilà, elle a rencontré quand même des difficultés financières et c'est sûr que le risque, il est fort, quoi. Il est porté par la SIC. On a un amortissement sur 15 ans. L'idéal, c'est que la SIC, elle tienne pendant 15 ans, quoi. La SAS Belle Dame. Donc, du coup, là, c'est un peu une difficulté d'être avec un acteur privé. C'est plus sécurisant d'être avec un acteur public, forcément. Bon, là, voilà. Euh, je pense qu'il faut avoir un équilibre sur l'ensemble des projets Michoco pour dire, comme ça, on peut aussi le proposer à des privés. Et puis, notre construction de modèle avec la mise à disposition, ça crée un lien fort entre SIC. On a une forte interdépendance entre nos deux structures et donc il faut que la confiance, elle continue pour que le projet puisse se poursuivre. Là, actuellement, la SIC est en discussion de créer un poste à la fois sur l'exploitation des Michoco et aussi sur la gestion de la plateforme et puis prospection des nouvelles Michoco. Merci beaucoup, Véronique. Il y a des premières questions et peut-être d'autres qui vont venir. Il y a Étienne, du coup, Join, qui demandait si la personne qui a géré le projet au sein énergétique avait des expériences et des compétences préalables sur le sujet du bois énergie. Mm. Mm, mm. Ouais, oui. En fait, moi, j'étais animatrice Bois Énergie depuis 2006. Enfin, je suis encore animatrice Bois Énergie. Et donc, je me suis servie de cette expérience-là. Alors, l'expérience d'animateur Bois Énergie, elle n'est peut-être pas suffisante. Ce qui m'avait, moi, beaucoup aidé, c'est que j'avais géré un centre de vacances dans lequel je travaillais avant comme animatrice Bois Énergie et qu'il y avait une chaufferie que je gérais. Donc, il y avait cette articulation avec la pratique qui a été forte. Ok. Ça m'a aidé. Il y a une autre question de Mathieu Harlet qui nous demande le cadre d'un accompagnement financé par un DLA, quelle mission rentre dans ce DLA, quel agrément pour l'accompagnateur, etc., etc. Mm. En fait, donc, Pas-de-Calais actif, mais c'est vrai dans chaque département, hein. Pas-de-Calais actif, ils ne peuvent financer des acteurs dans le cadre du DLA que des acteurs agréés. Donc, il y a une fiche à remplir pour rentrer dans leur liste de projets. Et après, on remplit un cahier des charges et l'acteur y répond. En l'occurrence, nous, on n'a eu que RE43 qui a répondu parce que notre demande a été très spécifique. La demande qu'on avait faite, c'était un accompagnement sur le modèle économique, sur la conception Michoco, et puis sur les contrats, le contrat de chaleur. Ok. S'il n'y a pas trop d'autres questions, peut-être pour dire quand même qu'au niveau du collectif, ce type de contrat, c'est le contrat le plus répandu euh, pour un opérateur qui veut vendre de la chaleur à un maître d'ouvrage privé. Je pense pas dire trop de bêtises en disant que c'est à peu près le même genre de choses si on s'adressait sur un réseau technique. Donc avec, bon là d'ailleurs c'est un petit peu le cas, c'est presque un réseau technique en fait, hein, avec un seul usager. Oui. Et ça pourrait également fonctionner, nous on a le cas du côté de la Haute-Loire, avec plusieurs usagers privés. Par exemple, nous on a un petit réseau avec deux entreprises. On a une chaufferie, deux entreprises, mais elles ont chacune du coup un contrat de fourniture de chaleur qui est vraiment la même chose que ce que tu as présenté, avec cette nuance, enfin, cette vigilance à avoir sur forfait, abonnement. Voilà, ça, c'est quand même un aspect. Si on veut être beaucoup plus protecteur pour l'opérateur, Oui, mieux un vaut tout faire, abonnement. enfin, faire passer toutes les charges d'investissement et toutes les charges fixes dans l'abonnement de manière à, quels que soient les aléas de la vie, sécuriser au moins Tout à fait. ces charges-là, quoi. Mais bon, Mm, mm. effectivement, ça peut faire peur pour certains maîtres d'ouvrage de voir une grosse part fixe débarquer. Il faut trouver les mots pour les rassurer en leur expliquant que l'avantage d'avoir une grosse part fixe, c'est qu'elle ne bouge pas dans le temps, quoi, parce qu'elle n'est pas indexée.
Donc ça peut être, voilà, nous on est pareil, on a des contrats avec des abonnements, des contrats avec des forfaits et on essaie d'harmoniser tout ça, mais voilà, c'est bien de se protéger au mieux, ouais. J'ai un point qui m'est revenu, j'ai pas trop parlé, c'est nous, on est dans une très très grande transparence avec l'ABI sur comment fonctionne la chaufferie, si on a un arrêt, pourquoi on a un arrêt, on prévient dès qu'il y a quelque chose. On essaye d'être dans la plus grande transparence pour continuer à maintenir cette relation de confiance. Et ça, c'est pour nous essentiel parce qu'en fait, par exemple, au départ du contrat, on faisait l'ensemble de l'exploitation, y compris la vidange des cendriers. Aujourd'hui, on ne fait plus la vidange des cendriers parce que c'est un peu idiot de faire autant de déplacements juste pour 5 minutes pour vider le cendrier. Et c'est fait en interne, mais c'est aussi parce on a échangé que ils sont en soutien comme nous, on est en soutien d'eux en fait, hein. Il y a vraiment une grande relation de confiance entre les deux et je pense que ça, c'est vraiment important. Ok. Bah, merci beaucoup, Véronique. S'il n'y a pas plus de questions, peut-être qu'il y en aura après l'intervention de Nicolas. Du coup, on va passer sur l'intervention de Nicolas Delaporte. Juste en termes d'introduction, donc Nicolas va nous présenter un modèle juridique autour d'une association syndicale libre, qui n'est pas un projet qui aujourd'hui est exploité par un opérateur de vente de chaleur citoyen, mais néanmoins, c'est quand même une configuration qui peut se présenter. Et du coup, ben, Nicolas va nous présenter cette expérience avec les spécificités juridiques, mais on se posera la question aussi de voilà, comment ça peut s'articuler avec un opérateur citoyen, voilà, quels avantages, inconvénients. Je te laisse la parole, Nicolas. Pas de souci. Bonjour à tout le monde. Donc, je vais me présenter vite. Hein, chez de la Porte Nicolas. Je fais partie de la coopérative énergique Énercoop Nord-Est, qui a été créée en 2009 et on a une activité bois énergie depuis que je suis salarié de la coopérative depuis 2013. On y a quand même 12 salariés dans la coopérative, mais je suis le seul à m'occuper du bois énergie. C'est un peu problématique pour faire du développement, mais voilà, c'est comme ça. Le chiffre d'affaires bois énergie, c'est à peu près 128 000 euros sur 600 000 euros pour la coopérative entière. Et on fait surtout du développement d'énergie renouvelable et de la maîtrise de l'énergie avec beaucoup d'études techniques sur l'isolation du bâtiment, des choses comme ça. Voilà, grosso modo. Notre activité pour l'instant, Bois Énergie, c'est des études de faisabilité, de la maîtrise d'œuvre de chaufferie qui va du particulier. On a un particulier cette année qui a voulu qu'on fasse de la maîtrise d'œuvre pour lui. Un peu bizarre, mais c'est comme ça. Donc on va de 20 kW, puisque là, la prochaine, c'est une 1000 kW en bois sec. Des choses qu'on ne pensait pas faire il y a 3-4 ans, mais avec le développement de chaudières un peu plus conséquentes, on arrive à faire des chaufferies sans trop d'exploitation assez puissantes. Et on a une partie de vente de bois énergie. C'est bien du bois énergie parce qu'on vend du mégawattheure et on voit une photo là, de notre plateforme. Enfin, une plateforme. C'est un agriculteur en fait qui gère la plateforme pour nous. La plateforme lui appartient et on met tout en prestation avec lui. Il livre et il fait le stockage pour nous. Voilà à peu près. Donc pour la FL Acacia, donc c'est un projet de 2009, on verra après, sur une commune et on avait déjà sur la commune une unité de biogaz, une des premières en France, hein, la première même avec un réseau de chaleur. Donc les réseaux de chaleur étaient connus sur la commune parce que ça marchait. Et il y avait une volonté assez forte de sortir des énergies fossiles. On avait aussi une tondeuse en commun, ça paraît un peu bête, mais on avait l'habitude d'avoir des soucis ensemble, si vous voulez, parce qu'une tondeuse, à un moment, ça tombe en panne, mais c'est pas très grave. Hein. Le but, c'est que d'avoir un outil qui sert toute l'année et une seule tondeuse pour 5 ou 6 maisons, ça marche autant que 5 tondeuses. C'est même plus pertinent. Comme ça. Les maisons, c'est des maisons assez grosses. Il y en a qui n'étaient pas du tout isolées, il y en a qui étaient réisolées depuis les années 2000.
donc isolation classique mais pas optimale. Et on était comme assez consommateur et dépendant des énergies fossiles. Le projet a pu se faire aussi. Oui. Et juste un point, je te laisse finir ce slide. Il y a Étienne Join qui demande en parallèle si tu peux repréciser le lien entre Énergique et Enercop Nord-Est. Mais peut-être, excuse-moi, finis ce slide et reviens. Pas de souci. On avait aussi l'agence locale d'énergie qui était très active, hein, qui a été créée en 2002 sur les Ardennes et qui avait un chargé de mission Bois Énergie depuis 2006 ou 2007. Il y avait déjà pas mal de chaufferies de sortie dans le coin et donc le Bois Énergie était bien connu dans notre secteur. Et voilà. Alors, entre Énergique et Enercop Nord-Est, c'est la même chose. Hein. Simplement, Enercop Nord-Est, on fait partie aussi des coopératives locales d'Enercop fournisseurs d'électricité. Sauf que quand on fait des marchés de développement d'énergie ou de bois énergie, il y a des fois, on confond le fournisseur d'électricité, Enercop, et la partie bois énergie. Donc, on a dû faire un acronyme énergique pour qu'il n'y ait pas confusion et que les gens ne se trompent pas, tout simplement. Mais c'est la même structure. Donc le projet, en 2010, il y a eu les premières réflexions. Alors c'est un projet qui a été relativement vite, mais qui n'a pas été sans petits soucis, sans petites anicroches. Donc la première chose, c'était une note d'opportunité de l'ALE. Aussitôt, une étude de faisabilité, restitution d'études, et les gens étaient assez confiants pour partir. Sauf qu'on a fait l'étude avec 8 logements et en fait il n'y en a que 7 qui sont partis. Il y en a un qui s'est désisté, il venait de changer son poêle à bois, sa chaudière et il ne voyait pas trop l'intérêt de remettre l'investissement dans les moyens de chauffage qu'il venait de mettre à neuf. Quoi, en fait. C'est ça. Et on a commencé à l'automne 2010 à regarder au financement et à l'aspect juridique, comment on se mettait tous ensemble pour se structurer. L'ALE nous a pas mal donné l'idée à ce niveau-là et il y avait déjà une ASL qui existait dans le Jura, celle du Gaubois qu'on a contacté. La seule différence, c'est que c'était une ASL qui était faite au sein d'une même famille en fait. Et là, on était entre tierces personnes, mais la problématique ne changeait pas grand-chose. On a continué en 2011, donc on a créé les statuts de l'ASL. Il nous a pris un petit peu de temps quand même. Et en même temps, on a commencé à avancer sur le financement, le permis de construire. Enfin, en fait, c'était une déclaration de travaux parce qu'on a pu bénéficier d'une grange existante pour mettre la chaufferie. Donc, il y avait simplement l'ouverture qui changeait. Et voilà. Le permis de construire n'était pas très important, mais il fallait le faire quand même. Le souci, c'est que l'ASN, quand on l'a déposé en préfecture au mois de fin mai, ça a été retoqué. Parce que, soi-disant, au niveau de la préfecture, les ASN ne sont pas là pour gérer du chauffage. Or, dans la préfecture en Rhône-Alpes, à l'époque, avait fait un document avec une autre structure en présentant l'ASL qui était comme quoi un bon moyen justement pour développer ces petits projets. Mais dans les Ardennes, ça n'a pas été écouté. On a été les voir plusieurs fois pour les faire changer d'avis et malheureusement, ça a bloqué. Et on a pu simplement faire passer notre projet en ayant une pression politique assez importante, sinon c'était coincé. Le problème, c'est qu'on a eu le refus de la préfecture et on avait fait la demande d'aide à la région, sauf que comme la structure n'était pas existante, l'aide à la région était aussi retoquée, parce qu'il n'y avait pas d'ASN à mettre en place. Et ça devenait commencer à être compliqué avec la chaudière qui était déjà arrivée. Maintenant, tout s'est bien passé, tout marche. Mais c'était un peu des stress à cette époque-ci. Au niveau... ce qu'il faut voir, c'est qu'une ASL, c'est les parcelles cadastrales qui font partie de l'association, c'est-à-dire évidemment les propriétaires. Mais quand vous allez voir la banque, en fait, même la banque, elle vous refuse un emprunt parce qu'il n'y a personne qui fait de caution. La parcelle cadastrale ne peut pas être caution. Donc, même au niveau de la banque, c'était à un moment, il a fallu prendre son bâton de pèlerinage pour expliquer et pour
pour essayer d'avoir un emprunt, sachant que l'emprunt qui était demandé était de 35 000 euros. C'était pas un emprunt de 350 000 euros, quoi. C'était refusé. Au niveau de l'assurance, même chose. Ils ne connaissent pas les ASL, ils ne connaissent pas les parcelles cadastrales, ils ne peuvent pas parler qu'une parcelle cadastrale. Et ça complique un peu pour trouver un assureur qui va bien assurer le projet. Quand tout ça a réussi à se remettre d'équerre, eh ben, on a pu mettre en route le réseau en fin 2011. Fin 2011 et toutes les maisons raccordées tout début 2012. Depuis 2011, donc ça fait 11 ans maintenant, ben, on a eu quelques petits soucis, mais pas grand-chose. Et à jour d'aujourd'hui, on a à peu près 2100 MWh de sortie, donc ça correspond quand même à 200 000 litres de fuel, quoi. Hein. C'est quand même pas négligeable. On a eu quelques pannes et là on a encore quelques petits soucis avec, mais pour l'instant, la chaudière alimente. On n'a qu'une seule chaudière de 200 kW pour alimenter 7 maisons. La chaudière est un peu grosse, mais il n'y a pas de relève. C'est-à-dire que quand on a arrêté, il n'y a plus de chauffage, mais ça arrive une demi-journée. Pour l'instant, on n'a jamais eu de coupure d'une journée ou plus. C'est simplement des petits soucis qui peuvent arriver avec un bourrage foyer ou des choses comme ça. Mais le chauffage des 7 maisons est vraiment assuré qu'il part une seule chaudière, Bois Énergie, sans relève, et depuis 11 ans, il n'y a pas de souci avec ça. Donc l'ASN, voilà, c'est un groupement de propriétaires fonciers dont l'adhésion est attachée à une parcelle cadastrale. L'association a pour l'objet d'effectuer en commun des travaux d'amélioration, d'entretien ou de mise en valeur des biens. C'est souvent fait pour des lotissements, pour gérer la voirie du lotissement, quand c'est privé. Et une fois créé, mais si un bien entrant dans l'objet d'une ASL change de propriétaire, le vendeur cesse automatiquement de être membre et l'acquéreur le remplace nécessairement. C'est-à-dire que moi, si je vends ma maison, le nouveau propriétaire sera force. En fait, la parcelle cadastrale reste dans la SL, parce qu'elle ne bouge pas, mais le nouveau propriétaire, du coup, me remplace et devient membre de la SL aussi. Au niveau de l'investissement, on a eu l'investissement de 173 000 euros, mais avec beaucoup d'autoconstruction, on a fait beaucoup de travaux pour nous-mêmes. Et là-dessus, on a eu beaucoup d'aides. Si à un moment on était à zéro aide, parce que la SN n'a pas pu être créée dans les temps, la région a été refusée, donc comme la région refuse, l'ADEME refuse aussi, le FEDER refuse aussi, donc pas mal de subventions qu'on tombait à zéro. On a réussi à faire rechanger tout ça. On a fait un peu de mal, mais bon, c'est passé. On a eu quand même beaucoup de subventions, 80% de subventions. Ça fait que l'autofinancement de départ suffisait pour faire le soul. Chacun avait mis 5 000 euros pour faire aussi de la trésorerie, pour faire avancer des sous pour les travaux. Et voilà. On avait fait un emprunt, donc ça c'était 5 000 euros sans emprunter. Hein. C'était des gens qui ont mis 5 000 euros pour faire l'avance de trésorerie. On avait fait un deuxième emprunt de 35 000 euros qui normalement aurait dû être le solde de l'investissement, mais en fait les aides ont été un peu plus importantes que prévu. Et cet emprunt, malgré tout, on l'a gardé pour faire un volant de trésorerie. C'est un petit problème après, mais on y reviendra. Et ce que je peux vous montrer, c'est le coût de l'énergie en dessous, là, le diagramme. C'est le coût de l'énergie, mais le coût de l'énergie en sous-station, c'est-à-dire que ce que chacun paye. Hein. On a un compteur en sortie chaudière, j'ai un compteur à chaque sous-station. On fait autant d'investissement, on a laissé 5 000 euros chacun, quelle que soit la puissance, quelle que soit la taille de la maison, quelle que soit la consommation. On aurait pu faire une répartition haute en fonction de la puissance qu'on peut se faire hein, avec un abonnement de choses. Là, on l'a pas fait, on a laissé comme ça. Bon, c'est un choix de notre part, mais non, ça n'aura pas changé grand-chose. Hein, si l'un était à 6 000 et l'autre à 3 000, bon, c'est un choix de tout le monde de rester à 5 000. Par contre, les charges de consommation, elles sont bien proratisées au relevé du compteur. Et le budget moyen sur les 11 années, là, c'est à peu près 12 000 euros pour une consommation de 115 000 euros, de 115 000 MWh en sous-station, ce qui représente 82 euros du MWh. Et comme je vous ai dit, il n'y a rien eu au niveau de... L'investissement a été pris en charge tout au départ et on n'est pas revenu dessus.
Ce qu'il faut voir, c'est que malgré tout, sur une petite unité comme nous, enfin, c'est déjà 100, 115 MWh de sous-station par an, c'est déjà pas mal. Mais le coût de l'énergie, ça, ça dépend beaucoup aussi des assurances, qui représentent plus de 10%. L'électricité, qui est à peu près à 7%. Et après, il y a aussi la location de la grange, qui pourrait être aussi l'investissement de chaufferie. Ça fait que le coût du bois, c'est que 70%. Et par exemple, je ne sais pas vous, en Haute-Loire ou Valais, comment ça se passe, mais nous, les chaufferies qu'on voit, l'assurance n'est jamais ressortie parce qu'une commune ou un autre prestataire, quand ils font une chaufferie, en fait, la part assurance est prise dans le global de la commune ou du privé et ça ressort jamais. Mais le coût de l'assurance est quand même assez conséquent. Là, peut-être juste un petit complément, parce on voit du coup ici un coût à 82 euros par mégawattheure en sous-station. Là où tout à l'heure, Véronique parlait de 110, 114 euros par mégawattheure. Il faut bien se dire que là, effectivement, en fait, il y a pas de R2, c'est-à-dire il n'y a pas d'abonnement, entre guillemets, qui couvre les charges d'investissement puisqu'elles sont nulles, puisque vous avez tout été subventionné et autofinancement. Si jamais on ventilait ces 5 000 euros sur 15 ans à raison d'une quinzaine de mégawattheures par maison, le calcul de coin de table, c'est fait une vingtaine, 22 euros en fait, si jamais c'était pas, vous n'avez pas fait ça, mais que ça avait dû être lissé sur 15 ans. Donc vous voyez qu'en ordre de grandeur, on retombe sur un projet à peu près 105 euros par mégawattheure, avec beaucoup d'autoconstruction. Donc c'est bien, on est en fait dans la même fourchette que ce que Véronique a présenté. Mais c'est ça, hein. De toute façon, il y a eu 35 000 euros de sortie, on est déjà à 2000 mégawattheures. Donc si on est allé sur la période passée, on arrivera à 17 euros, donc c'est à peu près sans les intérêts. Il y a une question de Marc-Antoine, bonjour Marc-Antoine, qui demande assurance 10%, pourquoi du coup? Bâtiment, perte d'exploitation, etc. Simplement le bâtiment et le fait qu'on arrive que l'ASL distribue de la chaleur en sous-station chez chacun. Donc s'il y avait un problème de fuite et qu'on inonderait qu'il y aura un problème d'inondation. L'assurance, c'est ça, c'est les dégâts des eaux chez chacun et l'assurance du bâtiment et de la chaufferie. Alors le projet, en fait, il y a eu l'ASL hein, où donc j'étais, on va dire, j'étais moteur hein, forcément, où j'avais quand même pas mal de compétences avec déjà le développement du biogaz auparavant. On a eu beaucoup l'ALE aussi qui nous a aidé, qui était vraiment moteur, et le bureau d'études qui nous a fait l'étude de faisabilité. Et on a avancé, voilà, le développement, ça s'est fait entre ces trois-là. La réalisation, le montage financier et juridique, on a beaucoup travaillé par nous-mêmes et toujours avec l'aide de l'ALE. Et le montage juridique, on a mis notaire avec un S parce que on a fait un bail emphéotique pour la grange et pour pouvoir que la SL puisse avoir l'utilité sur une longue période. Mais on a dû aller voir plusieurs notaires pour y arriver, quoi, parce que le premier ASL plus un bail un peu compliqué, il a dit non tout de suite. Et voilà, c'est quand même des structures qui sont méconnues et c'est un petit peu compliqué de faire bouger à ce niveau-là. Mais bon, en ne lâchant pas, on finit par y arriver. La maîtrise d'œuvre, on l'a fait beaucoup par nous-mêmes. Et on avait aussi la chance d'avoir un chauffagiste dans le coin qui était impliqué, qui faisait beaucoup de chaufferie bois, qui était même spécialiste, qui faisait pratiquement que des chaufferies bois. Donc, à nous deux, on a réussi à sortir quelque chose d'assez pertinent. Sachant qu'on était en 2011 et la chaufferie sera refaite actuellement, effectivement, enfin, elle serait faite différemment. Forcément, on aurait des choses un peu différentes. Ça n'empêche pas qu'elle marche. Au niveau exploitation, on se débrouille tout seul. Il y a simplement l'entretien régulier qui est fait une fois par an par le chauffagiste. Et les entretiens courants, tout est fait par nous. Là, on a eu des problèmes sur les échangeurs. Moi, je suis capable de gérer ça aussi s'il y a besoin. Donc, vraiment, le plus gros de l'entretien est fait par nous-mêmes. On est deux à s'occuper de la chaudière, en fait. Si moi, je suis pas là, j'ai
j'ai un voisin qui est capable aussi de les remettre en route et voir ce qui se passe. Et la pro, c'est fait par NRCOP et au départ, c'était fait par d'autres structures où en fait, qui ont eu du mal à assurer l'approvisionnement de qualité en quantité et en qualité. Et depuis, honnêtement, qu'on est passé par NRCOP, je sais pas si on a eu, ça fait 6-7 ans, si on a eu 2 arrêts de chaudière à cause de la qualité du bois, c'est le bout du monde, alors qu'avant, c'était plutôt un arrêt par livraison ou 2 arrêts par livraison. Alors, la SL, ben, le problème, c'est que... Attends, petite pause, il y a une question, excuse-moi, hein. Pas de souci. Igor Giraldo, j'espère que j'écorche pas Non, votre c'est ça, nom. c'est un ancien collègue, il travaille à Energica. Très bien. Donc, il demande si dans les 82 MWh, donc il se dit qu'il n'est pas pris en compte le coût de l'entretien et de la maintenance, ainsi que de possibles provisions pour de futures pièces de rechange. On va dire le P2 et le P3 pour les connaisseurs. Les provisions sont prises, enfin, les provisions, on a mis que 700 € par an. On saura dans 10 ans, 15 ans si c'était assez. Pour l'instant, on n'a rien changé sur la chaudière, il n'y a pas de souci. La seule chose qui n'est pas prise en compte, et du coup, c'était la slide qui est arrivée, c'est en fait, là, quand vous voyez la photo, la chaufferie et le silo, c'est dans une grange existante, où on a dû modifier la charpente, on le voit là, la charpente métallique qui a été faite pour que les camions passent, on a modifié aussi la porte pour que... En fait, un fond mouvement de 90 m3 est capable de livrer. Là, c'est une banne agricole, mais on est capable de livrer par des grosses quantités. Sauf que le tas de bois, ben, quand c'est fini de livrer, ben, voilà, ça sort de la grange, et il faut prendre un télescopique pour remonter le tas et le remettre dans le silo. Et ça, c'est pas compté par contre. Moi, étant... Enfin, je sais conduire ce type d'engin et je peux avoir accès à l'engin gracieusement, donc c'est pas pris en compte. Mais il faudrait avoir un coût parce que ça, quelqu'un d'autre qui le ferait, un engin comme ça, c'est à peu près 65-70 € de l'heure. Donc c'est à peu près 8 heures par an. Donc, il y a à peu près 600 € qui sont pas comptés, qu'il faudrait remettre, mais qui sont du bénévolat. Et si je peux me permettre, je me posais la question, du coup, vous avez provisionné, tu disais 1500 € par an, mais il n'y a pas d'amortissement. Comment? 700 € par an. Ah, 700 € par an. Et il n'y a pas d'amortissement, en fait. Non, il n'y a pas d'amortissement, là. C'est vraiment que du coût de fonctionnement. Là, il y a Igor qui a une question complémentaire. Il demande si l'investissement initial a aussi été diminué du fait de l'ancienne présence du réseau de gaz, du fait que les maisons étaient déjà connectées par un réseau ou pas plus? Ah, les maisons il y avait un réseau de chaleur déjà existant sur Clavie, mais c'était d'autres maisons. Enfin, la mienne y était, mais c'est 2 réseaux complètement différents. D'accord. Donc il n'y a pas eu de gain à ce niveau-là. Le seul gain, c'est la modification de charpente, c'était fait par nos soins. La modification de la porte, c'est par nos soins, et la maçonnerie a été fait en grande partie par nos soins, même s'il y a eu des factures de maçons de matériaux, si tu veux, mais pas trop au niveau main d'œuvre. Voilà. Donc on a aussi, je vous ai parlé tout à l'heure qu'on a gardé les 35 000 € d'emprunt qu'on avait fait et qui s'est avéré pas forcément utile parce que tout l'investissement était bien pris en charge. Sauf qu'on s'est reposé là-dessus pour la trésorerie les 5 premières années. Et en fait, le problème, c'est qu'on faisait payer, l'année de chauffage, nous, c'est de juin à juin pour prendre vraiment l'année complète de chauffage. Et on faisait payer les gens fin juin. Enfin, ils avançaient tous les mois une partie du coût. Et fin juin, on faisait le solde. Sauf que quand l'emprunt était complètement remboursé, eh ben, on a eu du mal à payer les livraisons d'avance, en fait, ou l'assurance d'avance, ou le loyer d'avance. Et il a fallu faire faire payer des demi-années d'un coup, une année même en complète pour faire l'avancement de trésorerie. Et c'était un petit peu compliqué parce qu'on ne marchait pas comme ça. Et c'était un moment, quelque chose qu'on n'aurait pas dû faire. On aurait dû faire payer dès le départ des avances de fonctionnement pour qu'on soit plus juste. Et des fois, on court un peu après les sous. Mais voilà, ça c'est un problème interne pour nous. Se pose l'agrandissement du réseau, mais la chaudière en fait est surdimensionnée parce que c'était une demande pour avoir les aides FEDER à l'époque ils voulaient.
qu'on puisse alimenter d'autres bâtiments en perspective. Et c'était un peu ça nous a été demandé, mais à refaire, la chaudière est vraiment trop grosse. Si on agrandissait, comment ça se passerait? Parce que l'investissement, là, comme on n'a pas de R2, comment on fait pour le ramener sur les nouveaux? Enfin, pour l'instant, on n'a pas eu de demande. Je pense qu'on finirait par y arriver, mais c'est pas forcément si simple que ça, du coup. Et donc là, on est des privés qui sont mis ensemble et on répartit les charges ensemble. Effectivement, si c'est un opérateur qui avait fait, quelle serait la différence? C'est un petit peu compliqué pour moi de me projeter parce qu'en fait, je suis tellement impliqué dans le truc que je vois pas comment ça peut être autrement. Malgré tout, les différences, c'est que l'investissement aurait été différent. Je sais pas s'il aurait été plus lourd parce que peut-être un opérateur a choisi une chaudière un peu plus dimensionnée de façon optimale. Voilà, donc on aurait un coup de chaleur, enfin de chaudière un peu plus faible, je pense. L'investissement aurait été un peu plus lourd au niveau de la maçonnerie et tout ça, ça c'est sûr. Et par contre, le fait de mettre le bois en tas comme c'est fait là, je vois pas un opérateur faire ça parce que ça aurait été compliqué pour lui d'être toujours présent au moment de livraison. Il aurait fallu passer par un système comme vous avez à R43 ou une trémie avec des vis de reprise pour faciliter comme on peut voir, quoi. Donc je pense que l'investissement était un petit peu supérieur. Et il y a quand même aussi le coût de l'exploitation, parce que là, c'est pareil. Moi, quand mon voisin ou moi allons à la chaudière faire l'entretien, on y va normalement une fois tous les 15 jours, parce que notre cendrier est quand même de grosse contenance. Et puis, on a un arrêt tous les mois ou tous les 2 mois en ce moment avec des problèmes de grille de descendrage, mais on n'y va pas plus que ça, mais c'est pas compté non plus, quoi. Très clairement, c'est pas compté dans les 80 €. C'est du bénévolat, quoi. En fait, j'ai l'impression qu'avec tout ce que tu as présenté, c'est un petit peu toi et peut-être ton collègue aussi, mais c'est un peu toi qui a joué le rôle d'opérateur, entre guillemets, c'est-à-dire cette capacité à agencer et à suivre de A à Z et durant l'exploitation aussi, toutes les étapes, tous les acteurs qu'il fallait faire intervenir. Donc en fait, c'est voilà que s'il y avait eu un opérateur, entre guillemets, il t'aurait en partie remplacé ou complété ou déchargé en fait. C'est ça. Alors voilà. Donc, très bien. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Je sais pas s'il y a autre chose. Ouais. C'est des questions forcément. Là, ce qu'on peut voir malgré tout, la photo centrale, on voit des bastins qui sont mis là. C'est le silo de la chaudière et à droite c'est le silo de report. La grange, je suis capable de mettre pratiquement 3 fonds mouvants, c'est-à-dire 270 mètres cubes en stock, en remplissant tout. Hein. Mais là, quand je dis ça, ça décolle presque à la porte, ce qui représenterait presque une année complète de stockage, quoi. Je pense que tu as la palme du silo avec la plus grosse autonomie. Mais c'est à peu près ça, ouais. Parce que là, la photo comme on voit là, il y a à peu près 200 mètres cubes en stock et on consomme 300 mètres cubes à l'année, quoi. Très bien. S'il n'y a pas plus de questions, on peut avancer sur la synthèse un petit peu, puis la conclusion. Donc, pour information, côté peut-être par rapport à ça, côté R43, en ce moment, on a étudié un projet aussi avec un collectif d'habitants qui parce que ce qu'on dit pas aussi, c'est que l'ASL, en fait, je sais pas si on peut dire que c'est un peu une espèce de régie privée, quoi. C'est-à-dire qu'elle, c'est une entité juridique qui finalement, voilà, joue ce rôle de faire le lien avec chaque usager, de faire la facturation, etc. Et la question se pose aussi quand la commune ne veut pas porter le projet comme un réseau juridique. Et nous, on a le cas de figure avec un collectif d'habitants sur un hameau. Il n'y a pas de bâtiments communaux et de fait, nous, on n'a pas envie de contractualiser en tant qu'opérateur avec chacun. C'est ça aussi. C'est-à-dire que gérer 7, 8, 10, 12 contrats avec plusieurs particuliers, pour nous, ça nous semble trop risqué. Et du coup, nous, on leur a proposé de construire, de mettre en place une ASL ou une AFUL, qui est un équivalent, je pense. Mais voilà, pour information, le projet risque de pas se faire. Peut-être que c'est un mal pour un bien, parce que justement, c'est un peu trop engageant pour eux. Je trouve que là, ce que ton exemple montre
en miroir avec ce que moi je vis, c'est que bon, ça demande quand même un gros engagement, enfin un engagement minimum de la part des membres de l'ASL, euh, et que c'est pas forcément toujours simple d'arriver à avoir ce niveau de cohésion au sein d'un groupe, quoi. Non, mais c'est sûr, hein. Enfin, honnêtement, même la tondeuse, si t'as pas un élément moteur, ça devient compliqué. Euh, Ça devient compliqué. Ouais, du coup, vous, c'était parti pour faire une ASL et vous fournissiez la chaleur à l'ASL, c'est ça, Nous, Nicolas? on aurait fourni la chaleur à la SL, c'est ça, gérer les investissements au niveau primaire, enfin, assez classique pour nous, et eux, ils auraient fait la refacturation en fait à chacun des usagers et le développement éventuel du réseau sur leur hameau. Voilà. Mais Et, ça risque de pas se faire parce qu'il y a deux, trois habitants finalement qui veulent partir vers autre chose, des pompes à chaleur ou autre chose. Et du coup, bah, vu que le projet est très, très tendu et très peu dense, le moindre désistement, après, ça fait un effet domino que vous imaginez qui fait que c'est pas possible. Et nous, on n'a pas envie de pousser pour que ça se fasse absolument si on sent pas qu'il y a déjà un gros niveau de cohésion qui fera qu'on aura l'intelligence après de dépasser les problèmes qu'il pourrait y avoir du fait d'avoir un réseau pas dense et autres. Donc, voilà. Mais c'est un modèle, en tout cas, qu'on a envisagé aussi de notre côté. ce qui n'a pas été dit malgré tout, enfin, j'ai dit au niveau technique, on est deux à s'occuper de la chaufferie, des livraisons, mais il y a malgré tout un trésorier qui s'occupe de tous les comptes et c'est pas de mince affaire. On a une AG à tenir tous les ans, donc il y a quand même un peu d'administratif, même si c'est pas des heures et des heures, mais faut quand même s'y coller et le faire, quoi. Donc voilà. L'autre chose aussi, c'est que nous, là, on passe sur le domaine public, donc à un moment, il faut un accord avec la commune. Bon, c'est un accord verbal. Euh, il n'y a pas eu trop de soucis, mais c'est des choses qui peuvent aussi compliquer un peu le projet, quoi. Après, s'il faut avoir des bons papiers qui vont bien, je ne sais Ouais, même pas trop comment ça pourrait être fait, mais très bien. Il n'y a pas plus de questions. On peut avancer peut-être sur la conclusion si on n'a pas d'autres commentaires à faire. Donc, pour dire que donc là, voilà, on a traité cette branche, hein, pas toutes les configurations et leurs variantes possibles, mais je trouve, donc notamment avec la présentation de Véronique, on a vraiment un modèle pour un opérateur qui est vraiment un marché qui peut vraiment très bien fonctionner, qui peut se mettre en place assez facilement. Enfin, c'est pas un marché, un contrat, pardon. Voilà, on est capable au sein du CVT et du coup en lien avec énergie partagée de faire passer des exemples de contrats, hein, s'il y en a qui veulent se familiariser avec les articles, etc. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut les copier-coller, bien sûr. Ça, on le redira toujours. Faut toujours avoir un peu de compétences juridiques, soit vraiment avec un AMO, soit vraiment avec quelqu'un qui connaît bien ça quand même, pour vérifier que tout est en règle, qu'on se protège bien, ces questions d'abonnement, etc. Donc, ça c'est sûr. Mais en tout cas, voilà, on peut partager en privé des choses pour ceux euh, qui veulent en savoir un petit peu plus. Donc, on traitera le lundi 10 janvier, hein, donc il restera deux webinaires, la branche du bas, à savoir du coup, quand on parle à des interlocuteurs publics, ce qui pose de fait d'autres obligations en termes juridiques. Voilà, donc on aura trois interventions. Nous, le Coter 43, on reviendra sur un marché de fourniture de chaleur qu'on a pu faire. La SICBEL nous parlera du marché global de performance qui sont en train de mettre en place au niveau départemental avec le département du Lot. Et, euh, et du côté de la configuration avec plusieurs usagers publics, alors Forestener, mais en fait, c'est pas directement Forestener, c'est plus EPOS, j'aurais dû modifier, pourra nous parler un petit peu de comment les collectivités peuvent aussi se grouper quand on a une école publique, donc communale, un collège, donc départemental et autres, par exemple, sans qu'elles aient forcément la volonté de construire un service public. Et voilà, il y a des possibilités un petit peu de ce côté-là. Vous voyez également sur notre petit schéma, bon, qui est un schéma en construction, hein, mais il y a des flèches en fait qui vont de ces branches-là vers la branche du milieu, c'est-à-dire que
dans la phase de développement, ce qu'on observe un peu, je pense, chacun, c'est que parfois, on commence à parler à un privé, puis en fait, on se rend compte qu'à l'école, pas loin. Ou parfois, on parle qu'à des publics au début, c'est l'école et la mairie qui sont déclencheurs d'une discussion. Puis en fait, on se rend compte qu'entre l'école et la mairie, eh ben, il y a des maisons chauffées au fioul. Donc, c'est aussi pour dire que quand on est opérateur ici, dans cette phase de développement, voilà, ça arrive qu'on navigue un petit peu finalement entre ces modèles, d'où l'importance d'en avoir une bonne culture générale aussi pour comprendre, bon, attention, si je commence ici, puis que je me retrouve là, quelles implications ça a et réciproquement. Voilà. Je vous remercie toutes et tous. Il est 12h11. On a terminé même un petit peu avant l'heure prévue. J'espère que ça aura répondu aux questions que vous vous posiez sur ce type de montage. On reste bien sûr à l'écoute après de chacun s'il y a des questions plus spécifiques. Les webinaires, en tout cas, et les présentations seront mises en ligne sur le site d'énergie partagée pour les adhérents. Voilà, je crois qu'on a terminé. Il me reste à vous remercier, Nicolas Delaporte et Véronique Marien, pour vos interventions. Et puis à dire à tout le monde, rendez-vous début janvier, après la nouvelle année, pour nous attaquer aux usagers publics. Eh ben, merci. Et merci aussi à Énergie Partagée et puis maintenant au collectif qui ça permet, je pense, de pouvoir avancer et pas chacun de son côté, mais tout le monde ensemble et de belles perspectives. Eh bien, merci tout le monde. Salut Nicolas, salut Véronique. Salut. Salut.